Bonsoir à tous, ravi de vous revoir cette fois-ci pour aborder une thématique de rythmologie pédiatrique. Je réitère mes remerciements et ma gratitude envers le comité d'organisation de la AFRA, en particulier le professeur Aboul Maati. Nous allons traiter ensemble ce soir la prise en charge des arythmies ventriculaires chez l'enfant. Bienvenue à cette présentation sur les arythmies ventriculaires chez l'enfant et plus spécifiquement la tachycardie ventriculaire. Tout d'abord, il est important de savoir que la tachycardie se définit comme une fréquence cardiaque supérieure à la normale pour l'âge. La tachycardie ventriculaire prend son origine dans le myocarde ventriculaire ou les cellules du Purkinje, en dessous de la bifurcation du vaisseau de His. Sur un électrocardiogramme, elle se manifeste par trois battements consécutifs au plus d'origine ventriculaire, qu'on appelle extrasystole ventriculaire. La TV n'est pas fréquente chez les enfants, mais elle est tout de même rapportée chez environ 3% des enfants en bonne santé. Cependant, il ne faut pas sous-estimer les risques associés, car la TV peut être liée à des événements graves, comme la mort subite d'origine cardiaque. D'où l'importance d'identifier, d'évaluer et de traiter les patients à risque. Certaines formes de TV, notamment chez les nourrissons et les jeunes enfants, peuvent être bénignes, mais uniquement après avoir exclu les causes plus graves. Enfin, la TV peut être un trouble primaire, mais elle peut aussi survenir à la suite de maladies cardiaques, qu'elles soient congénitales, héréditaires, acquises ou même liées à des affections systémiques. Pourquoi s'intéresser à cette thématique? Tout simplement parce que les arythmies cardiaques, en particulier la tachycardie ventriculaire, peuvent avoir des conséquences significatives chez l'enfant, mais aussi un impact majeur sur les parents. Commençons par les symptômes. Comme la syncope, lorsqu'un enfant perd connaissance, cela crée une situation de grande inquiétude pour les parents et peut affecter la qualité de vie de l'enfant de manière importante. La syncope, qui peut être un signe d'arythmie sous-jacente, doit être toujours prise au sérieux. Ensuite, il y a le risque d'insuffisance cardiaque qui peut survenir si les arythmies passent inaperçues ou si elles sont répétitives. Cela montre l'importance du dépistage précoce et de la gestion des arythmies. Pour les enfants actifs, la pratique sportive peut être particulièrement impactée. Les arythmies peuvent imposer des limitations sportives importantes, affectant à la fois l'enfant sur le plan physique et émotionnel. Enfin, et c'est probablement l'élément le plus critique, il y a le risque de mort subite. Cette éventualité justifie pleinement l'attention accrue portée à cette thématique, car un diagnostic et une prise en charge appropriée, nous pouvons prévenir des drames évitables. Cette slide met en évidence les différences entre ce qu'on peut considérer comme normal pour l'âge en termes de fréquence cardiaque et de largeur de QRS. Vous pouvez noter par exemple que jusqu'à l'âge de 1 an, la limite supérieure de la fréquence cardiaque normale peut atteindre jusqu'à 180 battements par minute et la largeur de QRS est toujours inférieure à 80 millisecondes. Plusieurs points différencient les arythmies ventriculaires chez l'enfant des celles de l'adulte. On note une prédominance des étiologies congénitales, génétiques et héréditaires. Les symptômes sont beaucoup moins spécifiques et où il peut s'agir d'irritabilité, de fatigue, de difficultés d'alimentation, de débit urinaire bas ou de syncope. Les tests diagnostiques, les traitements antiarythmiques et interventionnels ne sont pas les mêmes non plus du fait d'une moins bonne tolérance, de plus de risques de complications, surtout pour les tests de provocation et les procédures d'ablation. On note aussi que certaines pathologies sont plus de pourvoyeuses de mort subite à un âge très jeune, comme pour la tachycardie ventriculaire catécholergique et pour le syndrome du cutélan congénital. Cette étude, publiée en 2012 dans Circulation, avait comme objectif de déterminer l'incidence, les causes et le pronostic des arrêts cardiaques extra-hospitaliers d'origine cardiovasculaire chez cette population. L'incidence globale de la mort subite était de 2,2 cas pour 100 000 personnes années. Les causes principales variant selon les tranches d'âge. Donc, entre 0 et 2 ans, on note principalement les anomalies congénitales à 84%. Entre 3 et 13 ans, les anomalies congénitales toujours, mais à 21%. Dans la tranche d'âge entre 14 et 24 ans, les arythmies primaires présumées principalement à 23%. Au-delà de 25 ans, la maladie coronarienne prend le relais avec 42%. Le taux de survie global après une mort subite était de 26,9% et seulement 3,8% dans la tranche d'âge entre 0 et 2 ans. En conclusion, l'incidence était plus élevée que prévu, nécessitant des programmes de prévention spécifiques. Cette autre étude prospective publiée dans le New England Journal of Medicine en 2016 a examiné la mort subite chez les enfants et les adultes jeunes entre 1 et 35 ans.
Parmi 490 cas identifiés, l'incidence annuelle était de 1,3 cas pour 100 000 personnes, avec une majorité de garçons touchés. Les principales causes expliquées étaient les maladies coronariennes avec 24% des cas, les cardiopathies héréditaires dans 16% des cas. Cependant, dans 40% des cas, l'étiologie reste inexpliquée, surtout chez les plus jeunes. Des mutations génétiques liées à des maladies cardiaques ont été trouvées dans 27% des cas inexpliqués testés. Qu'en est-il des mécanismes de ces arythmies? Les arythmies peuvent être attribuées à diverses anomalies, souvent combinées dans la formation de l'impulsion, telles que l'hyperautomatisme ou les dépolarisations déclenchées, ce qu'on appelle les postes potentiels, des circuits de réentrée fonctionnels ou fixes, et les anomalies dans l'influence autonome. Ces perturbations peuvent se développer de manière isolée ou en différentes combinaisons, se présenter comme une anomalie focale isolée ou un processus diffus impliquant de larges régions du myocarde. Il est utile de différencier les arythmies dues à la réentrée de celles causées par des dépolarisations déclenchées ou une automaticité anormale. La réentrée nécessite généralement une zone de conduction lente et une région associée de blocs de conduction unidirectionnels pour être initiée et perpétuée. Une structure anatomique telle qu'une cicatrice ou une connexion accessoire ou des changements fonctionnels locaux tels que la conduction anisotrope ou la dispersion des périodes réfractaires peuvent constituer le substrat des arythmies par réentrée. Dans la plupart des cas, ils peuvent être initiés et interrompus par la stimulation électrique. Les arythmies par réentrée sont généralement paroxystiques. Elles débutent souvent par un événement déclencheur spécifique comme une extrasystole et peuvent être interrompues par des manœuvres de stimulation ou par une cardioversion. Les arythmies dues à une automaticité anormale se développent dans un ou plusieurs foyers discrets présentant une activité de pacemaker anormale. Elles se développent spontanément, souvent accentuées par la stimulation adrénergique. Elles peuvent être chroniques et ne sont interrompues que temporairement par la stimulation ou la cardioversion. Les arythmies déclenchées peuvent être paroxystiques ou incessantes et peuvent apparaître en réponse à des fréquences cardiaques critiques, lentes ou rapides qui favorisent le développement de dépolarisation déclenchée. Bien que la réentrée soit le mécanisme de tachycardie le plus fréquent chez les patients pédiatriques, plusieurs tachycardies telles que la torsade de pointe associée au syndrome du cutalon congénital peuvent être dues à des anomalies déclenchées ou à un hyperautomatisme. Le tonus autonome peut également influencer toutes les facettes de la formation des arythmies. Cependant, la reconnaissance et distinction appropriée entre ces mécanismes peuvent avoir des implications thérapeutiques immédiates pour le clinicien, qui doit choisir entre diverses options thérapeutiques telles que la modulation autonome, l'interruption pharmacologique, l'arrêt par stimulation, la cardioversion à courant direct et l'ablation tissulaire. Les arythmies peuvent être classées selon plusieurs schémas qui utilisent des caractéristiques électrocardiographiques de surface, des caractéristiques cliniques, des mécanismes électrophysiologiques, le substrat tissulaire ou l'âge spécifique auquel l'arythmie est observée. Par exemple, selon le substrat tissulaire, on peut retenir la dysplasie ventriculaire droite, arythmogène, la DAVD, ou la cardiomyopathie hypertrophique. Les principales étiologies des troubles de rythme ventriculaire et qui seront abordées dans cette présentation sont les cardiopathies congénitales, les canalopathies, les cardiomyopathies, les cardiopathies acquises et les causes idiopathiques. En ce qui concerne la présentation clinique, les symptômes provoqués par les arythmies sont principalement déterminés par leurs effets sur le débit cardiaque, la présence ou l'absence de maladies cardiaques sous-jacentes, par l'âge du patient et par le moment où de la systole auriculaire par rapport à l'ouverture de la valve auriculo-ventriculaire. Ces symptômes peuvent être subtils et non spécifiques, tels qu'une diminution de l'appétit, la léthargie, les nausées, la douleur thoracique et l'entourdissement. D'autres peuvent être plus spécifiques, comme des palpitations, l'insuffisance cardiaque, la syncope ou carrément l'arrêt cardiaque. Certaines arythmies provoquent des changements modérés dans le débit cardiaque de sorte qu'aucun symptôme immédiat n'apparaît, mais elles peuvent avoir des conséquences significatives à long terme sur la performance cardiaque. La documentation ECG est indispensable pendant les symptômes pour établir un diagnostic. Si une documentation ECG ne peut être obtenue, des tests de provocation peuvent être utiles pour déterminer la cause des symptômes plus graves, potentiellement mortels. Les patients atteints de tachycardie incessante à fréquence relativement lente peuvent présenter peu de symptômes apparents jusqu'à ce qu'une insuffisance cardiaque congestive se développe après plusieurs semaines ou mois de tachycardie continue. En revanche, les patients souffrant de tachycardie paroxystique peuvent subir un effondrement hémodynamique peu de temps après le début de la tachycardie. Chez les nourrissons et les nouveau-nés, les symptômes associés à la tachycardie sont généralement non spécifiques.
En conséquence, la tachycardie peut passer inaperçue pendant plusieurs heures, entraînant une compromission hémodynamique significative. Heureusement, les symptômes non spécifiques apparaissent précocement, amenant généralement les nourrissons à consulter avant un effondrement cardiovasculaire complet. La dysfonction cardiaque chez les nourrissons atteints de tachycardie se résorbe généralement peu après la cessation ou le contrôle de tachycardie. Chez les enfants plus âgés ou les adolescents souffrant de tachycardie paroxystique, les palpitations sont le symptôme principal. Mais d'autres symptômes non spécifiques peuvent être associés. La syncope est moins fréquemment le premier symptôme, mais lorsqu'elle est associée à des palpitations, la possibilité d'une arythmie doit être explorée avec vigueur. Chez l'enfant et l'adolescent, plusieurs éléments historiques peuvent aider à distinguer les palpitations liées aux tachycardies paroxystiques de celles dues à autres facteurs. Les circonstances déclenchantes, telles que la fièvre, l'exercice ou le stress émotionnel, sont courantes mais variables. L'apparition et la fin abrupte sont généralement évidentes chez les patients souffrant de tachycardie paroxystique, mais le sont moins chez les patients atteints de tachycardie incessante à un rythme relativement lent. Les patients apprennent parfois inconsciemment des manœuvres pour contrôler les épisodes et peuvent limiter consciemment leur niveau d'effort pour éviter la tachycardie, même avant de consulter le médecin. Enfin, les symptômes sont généralement asymptomatiques en dehors des paroxysmes de la tachycardie. L'évaluation appropriée des patients est déterminée par la gravité clinique, l'âge, la fréquence et la durée des épisodes. La surveillance Holter et les tests d'effort sont souvent peu concluants, tandis que les enregistreurs d'événements ECG sont plus susceptibles de fournir des informations, même chez les patients avec des épisodes fréquents. Chez les patients avec des épisodes occasionnels ou rares, une stimulation provoquée par voie transœsophagienne ou des études électrophysiologiques intracardiaques peuvent être plus instructives. Les palpitations associées à des douleurs thoraciques s'avèrent souvent bénignes. Cependant, les palpitations associées à une syncope nécessitent une évaluation minutieuse, en particulier lorsqu'elles surviennent pendant l'exercice ou le stress, ou chez les patients avec une maladie cardiaque sous-jacente. On démarre par les extrasystoles ventriculaires. Elles sont notées chez 15% des nourrissons, 40% des adolescents et trouvées dans 60% dans certaines cardiopathies congénitales. Sur A, on note des extrasystoles ventriculaires uniformes en morphologie et bigéminées en fréquence, sans autre caractéristique de mauvais pronostic. Elles sont considérées comme bénignes. Sur B, on note des triplés d'ESV qui sont monomorphes, aussi appelés tachycardie ventriculaire non soutenue à rythme lent. Sur C, on note 4 à 6 ESV polymorphes en salve, nécessitant une évaluation attentive. Sur D, on note des ESV multiformes polymorphes avec deux morphologies différentes. Elle devient plus fréquente et évolue finalement en TV, polymorphe au test d'effort, ce qui est considéré comme malin. Sur E, on note une ESV qui est interpolée sans repos compensateur. Celle-ci demande plus d'attention car la probabilité de coïncider avec l'onde T en avant d'elle augmente. C'est le phénomène R sur T. Et en dernier, c'est F, une autre ESV qui a une caractéristique maligne. Il a un intervalle de couplage court qui provoque le phénomène R sur T et qui déclenche une TV polymorphe. Cette étude sur les extrasystoles ventriculaires chez les enfants sans maladie cardiaque connue avait pour objectif de décrire la présentation et l'évolution clinique des enfants présentant des ESV. L'étude a inclus 219 patients avec un âge médian au moment du diagnostic de 11 ans. Ils étaient suivis pendant une durée médiane de 3 ans. La majorité des patients étaient asymptomatiques lors de la présentation. Chez les patients ayant bénéficié d'échocardiogrammes séquentiels, 89% sont restés stables, normaux, 9% ont présenté des anomalies, mais qui se sont normalisées, et seulement 3% ont développé une dysfonction ventriculaire gauche progressive. Parmi les 48 patients ayant bénéficié d'enregistrements Holter séquentiels, 54% ont montré une stabilité, 40% ont montré une résolution et seulement 6% ont montré une aggravation. Aucun décès ou mort subite réanimée n'a été rapporté dans cette étude. Tout cela va dans le sens de dire que les ESV ne sont a priori pas très inquiétants. Les extrasystoles ventriculaires seront donc considérées comme bénignes si elles sont morphologiquement uniformes, disparaissent à l'effort et s'il n'y a pas de maladie cardiaque structurelle sous-jacente ou de canalopathie. Dans ce cas, aucun traitement n'est généralement nécessaire. Cependant, si les ESV sont fréquentes ou apparaissent sous forme de doublé ou de triplé, un suivi est recommandé. Les extrasystoles associées à une maladie cardiaque structurelle
à des antécédents de syncope ou de mort subite dans la famille, des ESV qui augmentent avec l'effort, qui sont fréquentes et sous forme de salve, des morphologies de ESV avec des caractéristiques de mauvais pronostic, comme des phénomènes R sur T, une origine multifocale, un intervalle de couplage court ou des ESV interpolés sont toutes considérées comme malignes dans ce cas et un suivi et un traitement dans un centre de cardiologie pédiatrique spécialisé sont recommandés. Selon l'ESC, le schéma de prise en charge des extrasystoles passe en premier par une étape clinique à la recherche de cardiopathie sous-jacente ou de signes de malignité justifiant une admission. Ensuite, on réalise systématiquement à l'intérieur de 24 heures une échocardiographie et seulement en cas d'une charge d'extrasystole inférieure à 10%. En l'absence d'argument en faveur d'une cardiopathie structurelle ou d'une canalopathie, c'est seulement dans ce cas où il n'y a pas besoin de pousser plus que ça. Par contre, en cas de persistance des extrasystoles ventriculaires, de signes de malignité ou de passage en tachycardie ventriculaire, de présence de cardiopathie sous-jacente, un suivi plus approfondi se justifie. Les tachycardies ventriculaires sont moins courantes que les tachycardies supraventriculaires, avec une incidence de 1 pour 100 000 dans la population pédiatrique et une prévalence de 2 à 8 par 100 000 chez les enfants d'âge scolaire. Lors d'une surveillance Holter-ECG, des extrasystoles ventriculaires ou des épisodes courts de TVNS peuvent être détectés chez 1 à 5% des adolescents en bonne santé. Comme pour les ESV, certaines TV ont un caractère bénin et ne nécessitent pas de traitement, tandis que d'autres ont des conséquences hémodynamiques sévères et nécessitent une approche agressive. La tachycardie ventriculaire peut être définie comme une tachycardie provenant du myocarde ventriculaire et du système de conduction sous le faisceau de His. Sur le plan électrocardiographique, une TV peut être définie par trois extrasystoles ventriculaires avec une fréquence de 20 à 25% plus rapide que le rythme sinusal de base ou supérieure à 120 battements par minute. Si la fréquence est égale au rythme sinusal de base, cela s'appelle un rythme idioventriculaire. Et si celle-ci est de 10 à 20% plus rapide que le rythme sinusal, c'est un rythme idioventriculaire accéléré. La tachycardie ventriculaire peut être morphologiquement monomorphe, ça veut dire chaque complexe QRS est identique et le rythme est régulier, ou polymorphe avec plusieurs morphologies de QRS différentes. Elle peut être non soutenue, ça veut dire elle dure moins de 30 secondes, ou bien soutenue au-delà de 30 secondes. La plupart des TV surviennent dans un contexte de cause identifiable ou de maladie cardiaque structurelle. En l'absence d'un contexte évident, il convient de chercher des éléments électriques en faveur d'une TV, à savoir une dissociation atrioventriculaire, des complexes de capture sinusale ou de fusion, une concordance dans les dérivations précordiales et un complexe QRS atypique pour un bloc de branche droit ou gauche, un axe des QRS extrêmes entre moins 90 et moins 180. Voici un schéma de dissociation atrioventriculaire. Sur la première image, sur les flèches rouges, on note une dissociation atrioventriculaire sous la forme d'onde P, pouvant être distinguée de temps à autre entre les ondes DQRS et l'onde T, comme ici. Et on note également deux complexes de fusion en flèche noire. C'est un complexe de fusion, un deuxième. Ils sont caractérisés par un QRS qui est plus étroit que celui de la TV, mais plus large que le QRS normal. Un peu en bas, on note une autre dissociation atrioventriculaire qui est témoignée par ce battement de capture avec une morphologie de QRS sinusale normale. La surveillance Holter-ECG sur 24 heures permet de déterminer la fréquence des épisodes de TV et d'évaluer la réponse au traitement, tandis que le test d'effort peut être utilisé pour diagnostiquer des TV déclenchés par l'exercice, comme les TV de la chambre de chasse du VD, les TV polymorphes catécholaminergiques. Une échocardiographie doit être réalisée chez chaque patient pour évaluer la fonction cardiaque et rechercher les anomalies structurelles cardiaques concomitantes. Une étude électrophysiologique peut être effectuée principalement chez les patients atteints de cardiopathie congénitale, qu'elles soient opérées ou pas, de certaines cardiomyopathies, de canalopathie, ainsi que dans les syncopes inexpliquées. En fonction de l'arythmie induite lors de l'étude électrophysiologique, une ablation ou une mise en place d'un défibrillateur pneumatique implantable peut être décidée au cours de la même session. La prise en charge initiale dépendra de la stabilité du patient, une instabilité hémodynamique nécessitant une gestion immédiate par cardioversion électrique ou défibrillation. Toute tachycardie à QRS large
doit être considérée comme une TV jusqu'à preuve du contraire et une cardioversion synchronisée avec 1 à 2 joules par kilo sous sédation doit être effectuée si elle entraîne une détérioration hémodynamique. Les causes sous-jacentes traitables telles que le trouble électrolytique, l'hypothermie et l'hypovolémie peuvent être corrigées et un traitement médicamenteux doit être initié. L'amiodarone à 5 mg par kilogramme intraveineuse avec un maximum de 300 mg ou la lidocaïne peuvent être administrés sous forme de bolie de 1 mg kg suivi d'une dose d'entretien en perfusion de 20 à 50 microgrammes par kilogramme par minute. Dans une tachycardie à QRS large qui n'entraîne pas d'altération hémodynamique, un ECG à 12 dérivations doit être effectué en premier pour différencier la TV de la TSV. Si l'ECG ne permet pas de faire la distinction, des manœuvres vagales ou l'adénosine peuvent être utilisées. La procaïnamide IV est également un traitement à utiliser en première intention. Si tout le traitement médicamenteux échoue, une cardioversion synchronisée doit être réalisée. Sur cette diapositive, nous voyons deux schémas tirés de l'Advanced Pediatric Life Support qui illustrent les approches distinctes pour la prise en charge de tachycardie ventriculaire chez l'enfant, selon qu'elle soit avec pouls ou sans pouls. Pour la TV sans pouls, qui est l'équivalent d'un arrêt cardiaque, elle nécessite une intervention immédiate. Le traitement suit les protocoles de réanimation cardio-respiratoire avec des compressions thoraciques, la ventilation et la défibrillation rapide en cas de rythme choquable. Si la défibrillation n'est pas efficace, des traitements tels que l'épinéphrine ou l'amiodarone peuvent être administrés chaque 3 à 5 minutes. Pour la TV avec pouls, on distingue deux cas. Si l'enfant est instable avec des signes de choc ou détérioration clinique rapide, cardiopulmonary compromise, une cardioversion électrique synchronisée est recommandée. Si l'enfant est stable, des traitements médicamenteux tels que l'adénosine peuvent être essayés. L'important est de reconnaître rapidement l'état clinique de l'enfant pour savoir s'il est nécessaire de procéder à une intervention agressive ou à un traitement plutôt conservateur. Les étiologies de la TV peuvent être regroupées en aigus, surtout ceux qui sont métaboliques, ischémiques et infectieuses, ou bien chroniques, qui attestent en général de la présence d'une cardiopathie structurelle ou d'une cardiopathie électrique sous-jacente. Les tachycardies ventriculaires sont observées comme complications tardives chez les enfants et les adultes atteints de cardiopathie congénitale. Cette constatation est associée à un risque accru de mortalité et de morbidité grave. La physiopathologie électrique des cardiopathies congénitales repose sur une interaction complexe entre l'anatomie cardiaque globale, l'agrandissement des cavités cardiaques dû à des charges ou de pression de volume anormales, les lésions cellulaires causées par l'hypoxie et la circulation extracorporelle, la fibrose au niveau des lignes de suture et le traumatisme direct du tissu de conduction spécialisé. Les facteurs de risque de survenue de la tachycardie ventriculaire en cas de cardiopathie congénitale incluent l'âge. En général, le risque de TV chez les patients atteints de cardiopathie congénitale augmente avec l'âge. Les complications rythmiques surviennent le plus souvent à l'âge adulte. La nature de la cardiopathie congénitale, la TV est fréquemment associée à la tétralogie de Fallot, bien qu'elle puisse survenir chez les patients atteints d'autres anomalies congénitales comme la transposition des gros vaisseaux, la malformation d'Epstein de la valve tricuspide ou des obstructions de la voie de chasse du ventricule gauche. Le risque de TV semble être plus élevé chez les adultes ayant subi une intervention palliative pour la transposition des gros vaisseaux. Comme autre facteur de risque, on note une post-chirurgie, post-réparation chirurgicale. Après la réparation chirurgicale de la tétralogie de Fallot, l'incidence de la tachycardie ventriculaire et de la mort subite a été signalée jusqu'à 12 et 8% respectivement. L'origine de la TV se situe principalement au site de la réparation chirurgicale. Bien que moins fréquentes, les arythmies ventriculaires ont été observées chez les patients atteints de cardiopathie congénitale n'ayant pas subi de réparation intracardiaque, suggérant que la cicatrice chirurgicale n'est pas le seul substrat de cette TV. Les patients ayant une cardiopathie congénitale réparée, chez ces patients, la présence de défauts cardiaques résiduels, une surcharge volumique ou une dysfonction cardiaque sont associés à un risque accru de TV. Enfin, l'élargissement du QRS post-opératoire, avec une durée qui est supérieure à 180 millisecondes, il est plus susceptible de développer une TV ou une mort subite. Selon les recommandations de l'ESC parues en 2022, la survenue d'une arythmie ventriculaire soutenue nécessite une nouvelle évaluation morphologique à la recherche d'une nouvelle indication chirurgicale. Si une nouvelle intervention est envisagée, il faut parfois
penser à une ablation préventive, notamment avant une revalvulation des phallos, en classe 2A. Si la TV est mal tolérée ou en cas d'atteinte de la fonction systolique du VD ou du VG, il faut alors proposer un DAI en classe 1. Si la TV est mal tolérée ou en cas d'atteinte de la... si la TV est... Ça c'est bon. Une ablation de la TV est aussi prévue en cas de récidive. La classe 1 en cas de tétralogie de Fallot et 2A pour les autres pathologies récurrentes symptomatiques. Lorsque la TV est bien tolérée et survient en l'absence d'altération de la fonction cardiaque droite ou gauche, on peut commencer par une ablation et éviter le DAI si l'ablateur considère que la procédure a été couronnée avec succès. La TV monomorphe est souvent due à un circuit de réentrée macrostable qui peut être ciblé par une ablation. La TV polymorphe rapide est typiquement observée en cas d'insuffisance du ventricule systémico-pulmonaire, que ce soit après une réparation biventriculaire ou univentriculaire. L'ablation par cathéter n'est généralement pas une option, sauf si la TV polymorphe est régulièrement induite par un battement ectopique pouvant être ciblé par l'ablation. Selon les recommandations du PACES, chez les patients présentant une TV post-opératoire après l'implantation d'un DAI, l'ablation peut être bénéfique en réduisant le fardeau des arythmies et le nombre de chocs du DAI. L'ablation par cathéter de la TV monomorphe soutenue est recommandée pour les TV symptomatiques ou récurrentes qui ne sont pas suffisamment supprimées par le traitement anti-arythmique et peut être envisagée après la première présentation de TV monomorphe soutenue. Passons aux canalopathies, c'est des maladies électriques qui sont en lien avec des dysfonctionnements de canaux ioniques provoqués par des mutations au niveau génétique. Chaque syndrome a une implication génétique spécifique avec une mutation responsable d'un gain ou perte de fonction qui se traduit au niveau cellulaire par une modification au niveau du potentiel d'action qui se traduit lui-même par une anomalie électrique particulière selon le syndrome, avec la survenue de troubles ventriculaires en général sur un cœur sain. Le pronostic vital est mis en jeu par le risque de mort subite. Quand est-ce qu'il faut penser à une canalopathie chez l'enfant? Eh bien, c'est à évoquer devant une syncope, un arrêt cardiaque, une noyade, une symptomatologie neurologique, une comitialité, des circonstances déclenchantes comme l'effort, l'émotion ou la fièvre, une histoire familiale de mort subite ou de perte de connaissance, l'absence d'antécédents cardiaques personnels et en cas de mort subite avec cœur sain ou autopsie négative. Les syndromes en cause sont le syndrome du cutalon congénital, la tachycardie ventriculaire catécholarygique, le syndrome de Brugada, le syndrome du QT court et le syndrome de repolarisation précoce. Puis, en sachant qu'en termes de prévalence, le syndrome le plus fréquent en pédiatrie, c'est le syndrome du cutalon congénital. Quand on a affaire à un syndrome du cutalon congénital, dans la majorité des cas, dans la grande majorité des cas, c'est soit un QT1, un QT1 ou un QT2 qui correspondent sur le plan génétique à un dysfonctionnement des canaux potassiques, le IKS et le IKR respectivement. Cette forme du syndrome du cutalon congénital type 3, elle est plus rare, elle est due à un dysfonctionnement d'un canal particulier, le SCN5A, qui est un canal sodique, mais dans la majorité des cas, c'est les formes QT1 et QT2 qui concernent les canaux potassiques et qui entraînent un élargissement du potentiel d'action au niveau cellulaire et donc un allongement du QT. Les arythmies héréditaires et les cardiomyopathies seront détaillées dans le cours suivant, qui sera présenté par le professeur El-Masraoui. Toutefois, je vous en fais un aperçu sur cette présentation. Donc, au début, comment mesurer l'intervalle QT? Il faut essayer de le mesurer manuellement avec la méthode de la tangente, car il existe des fautes dans l'algorithme automatique quand la forme de l'onde T est inhabituelle, et surtout quand l'onde T est plate. Les valeurs du QT corrigées par Bazet sont mentionnées sur le tableau. Dans le syndrome du cutélan de type 1, les ondes T sont larges et arrondies. Il faut savoir que ce syndrome-là est principalement déclenché par l'exercice physique et en particulier la natation. Dans le syndrome du cutélan de type 2, les ondes T sont plutôt bifides et parfois ils sont basses ou plates. Celui-ci est déclenché par des situations de stress émotionnel, des bruits soudains comme un réveil ou une alarme. Dans le syndrome du cutélan de type 3, l'allongement du QT est associé à un retard principalement pendant la phase isoélectrique.
parce qu'il est lié au canal sodique. Donc, l'allongement se fait plutôt entre la fin de l'onde T et le début du QRS suivant, et on note des ondes T qui sont étroites et pointues. Les critères diagnostiques du syndrome du cutélant ont été actualisés avec inclusion des données de la génétique dans le score. Ce score, encore appelé le score de Schwartz modifié, il est valide pour tout âge. Le cutoff de 480 millisecondes permet de retenir le diagnostic, ainsi qu'un score qui est supérieur à 3. Une fois le diagnostic retenu, le test et le conseil génétique doivent être réalisés et le diagnostic de cutélant congénital doit être retenu en présence d'une mutation pathogène, quelle que soit la durée de l'intervalle QT. Donc, dans le syndrome du cutélant, 50% des cas, les enfants restent asymptomatiques. Les syncopes apparaissent dans 40% des cas, surtout dans le syndrome de QT de type 1. Le facteur de risque principal est un QT supérieur à 500 millisecondes. Le sexe masculin constitue un facteur de risque avant l'âge de 13 ans, et puis c'est le sexe féminin qui devient prépondérant. La mort subite et l'arrêt cardiaque surviennent dans 2 à 10% des cas et intéressent surtout le syndrome du QT lent de type 3. Ces facteurs de risque sont présents sur le tableau à côté. Selon le l'ESC, une fois on a notre diagnostic, la prise en charge passe en premier par des mesures générales, par l'adaptation de l'activité sportive et par la sensibilisation vis-à-vis aux médicaments qui allongent le QT. Les bêta-bloquants ont révolutionné la prise en charge du syndrome du QT lent, surtout de type 1 et de type 2. En cas d'un syndrome du QT lent de type 3, c'est la mexilétine qui est indiquée. Le DAI est préconisé en cas d'arrêt cardiaque ressuscité ou en cas de présence de caractéristiques de haut risque, d'intolérance ou de contre-indication au traitement médical. Ainsi, la sympathectomie cervicale par vidéoscopie peuvent être proposées dans les mêmes cas de figure. Je vous laisse cette slide qui résume toute la prise en charge des 3 types de syndrome du QT lent congénital. Ceci est un tracé de torsade de pointe documenté. La tachycardie a eu la bonne idée de se terminer toute seule, chose qui arrive rarement en pratique clinique. Un petit mot sur les torsades de pointe. C'est un sous-type de tachycardie ventriculaire polymorphe maligne survenant dans un contexte de prolongation de l'intervalle QT. Il est caractérisé par des complexes QRS changeant continuellement et semblant tourner autour de la lignée isoélectrique de l'ECG selon un motif sinusoïdal. Les torsades de pointe prolongées doivent être traitées par cardioversion car elles entraînent une altération hémodynamique. Si les torsades de pointe n'affectent pas l'hémodynamique, la prise en charge des torsades récurrentes implique une supplémentation en magnésium, la correction des niveaux sériques de potassium et de calcium, ainsi que l'utilisation d'une stimulation temporaire pour augmenter la fréquence cardiaque en cas de bradycardie. L'isoprénaline, également appelée isoprotérénol, peut être utilisée dans le cas de syndrome du QT lent acquis, tandis qu'un traitement par bêta-bloquant peut être nécessaire dans le cas de QT lent congénital. Les tachycardies ventriculaires catécholinergiques, c'est des arythmies ventriculaires beaucoup plus graves, mais ont beaucoup de points communs avec le syndrome du QT congénital, surtout sur les circonstances, sur les symptômes et sur le traitement. La grosse différence, c'est qu'en dehors de l'épisode rythmique, le CG est strictement normal, d'où un vrai problème de sous-diagnostic de CTV catécholinergique. L'autre particularité, c'est qu'il n'existe pas de forme néonatale. Ça commence environ à partir de l'âge de 2 ans et devient plus rare au-delà de 40 ans suite à la maturation du gène RIR RYR2. La tachycardie ventriculaire catécholinergique est une arythmie héréditaire rare mais grave. Elle peut se manifester par des syncopes ou des arrêts cardiaques déclenchés par l'émotion ou l'exercice physique, typiquement autour de l'âge de 10 ans. Chez les enfants de moins de 2 ans, cette condition est exceptionnellement rare, ce qui rend difficile un diagnostic précoce. Un point important à retenir, c'est que les syncopes peuvent être accompagnés de convulsions, ce qui peut mener à un mauvais diagnostic d'épilepsie, surtout que le QT est normal. Lors d'un effort, on peut observer des extrasystoles ventriculaires polymorphes avec des épisodes de bigéminisme ou de salve de battement ventriculaire polymorphe. Ces anomalies sont reproductibles à l'effort ou lors de tests de stimulation comme l'épreuve d'effort, le holter, l'injection d'isoprénaline ou d'adrénaline.
La TV catégorique, comme susmentionné, doit être retenue devant une TV bidirectionnelle ou polymorphe après un effort ou une émotion chez un patient ayant un ECG de repos normal et en l'absence de cardiopathie structurelle. Le diagnostic peut être aussi retenu chez les patients qui sont porteurs de mutations pathogènes sans pour autant faire de la tachycardie. Et, comme pour l'autre diagnostic, le test et le conseil génétique sont systématiques en cas de suspicion ou de confirmation de tachycardie ventriculaire catécholarytique. À gauche, on note l'exemple de SV des extrasystoles bidirectionnelles et à droite, note carrément une tachycardie chez un enfant de 5 ans. C'est une tachycardie bidirectionnelle très en faveur d'une TV catécholaminérgique. La prise en charge se base sur un traitement bêta-bloquant, surtout le nadolol, mais il reste moins efficace que dans le syndrome du cutélant congénital. L'association au flécainide est bénéfique selon cette étude du JAMA qui est publié en 2017. Le DAI il est à implanter en cas de récidive sous traitement. Les inconvénients de la défibrillation interne en pédiatrie, c'est qu'il y a un grand risque de complications, de choc inapproprié et d'orage rythmique. La sympathectomie peut être proposée et l'on vaut plus la peine par rapport au syndrome de cutélant congénital car elle a un effet bénéfique, surtout sous vidéoscopie. Le bilan génétique est aussi important. Donc, selon les recommandations de l'ESC, toujours en classe 1, nous avons un stop, arrêt complet de l'activité sportive, l'introduction des bêta-bloquants, surtout le nadolol. Le DAI est indiqué en classe 1 en post-arrêt cardiaque récupéré. En classe 2A, la flécainide peut être prescrite en association si les symptômes persistent sous bêta-bloquants. Les bêta-bloquants peuvent être prescrits pour les patients porteurs de la mutation pathogène sans manifestation clinique de tachycardie. Toujours en classe de A, la sympathectomie ou le DAI peuvent être proposés en cas de récurrence sous traitement ou de contre-indication ou intolérance aux bêta-bloquants. Et en classe 3, la stimulation ventriculaire programmée n'est pas indiquée. Le DAI en monothérapie n'est pas indiqué. Ce schéma résume tout ce qui a été dit jusque-là sur la tachycardie ventriculaire catécholaminérgique. Passons au syndrome de Bourgada. Le syndrome de Bourgada est une pathologie génétique pouvant entraîner des arythmies ventriculaires graves, notamment les tachycardies ventriculaires polymorphes et des fibrillations ventriculaires responsables de syncope ou de mort subite. Il représente environ 4% de cas de mort subite chez les individus avec un cœur structurellement sain. Le syndrome de Bourgada est un syndrome beaucoup plus rare en pédiatrie, mais il mérite d'être connu car il existe plusieurs manifestations chez les enfants. En termes de prévalence, il touche environ 20 personnes sur 100 000 selon les données d'Orphanet en 2011. Les patients n'ont généralement pas de marqueurs monogéniques. Donc pour la génétique, on va s'appuyer moins pour le diagnostic sur la génétique, sauf pour les formes familiales liées au gène SCN5A. La pénétrance est variable, d'environ 30%, ce qui signifie que tous les porteurs de la mutation ne développeront pas nécessairement les symptômes. Sur le plan électrocardiographique, on observe un retard de la conduction intraventriculaire droite, souvent associé à un sus-décalage du point J, ce qui est caractéristique du syndrome de Brugada. L'intervalle QT est tout à fait normal. Le dépistage asymptomatique est limité uniquement à la mutation SCN5A. Le syndrome de Brugada concerne essentiellement l'adulte. Néanmoins, il faut se rappeler qu'il est décrit à la première fois il y a 24 ans par des formes pédiatriques de mort subite précoce. Tout le monde est décédé jusqu'à ce que cette fillette de 3 ans arrive aux urgences avec une fibrillation ventriculaire qu'on a pu choquer, récupérer, pour ainsi attester de cet aspect ECG qu'on va nommer un pattern de Brugada. Le motif ECG de type 1 de Brugada se caractérise par une élévation du point J de 2 millivolts avec un aspect convexe du segment ST et une inversion de l'onde T, dont au moins une dérivation précordiale droite V1 ou V2 positionnée dans le deuxième, troisième ou quatrième espace intercostal. Cela peut se produire soit spontanément, soit par exposition à des médicaments bloquant les canaux sodiques ou par la fièvre. Il est impératif d'exclure les autres conditions pouvant expliquer le motif de type 1, appelé phénocopie. Cet ECG montre un aspect de Brugada type 1 chez un nourrisson de 11 mois qui a de la fièvre.
Le diagnostic est généralement fortuit sur un ECG ou retenu lors du bilan familial d'un adulte atteint de syndrome de Brugada. Il est rarement révélé par une syncope ou par un trouble de rythme ventriculaire ou par la fièvre. Le diagnostic est retenu en cas de cœur sain et un aspect de CG de Brugada type 1 spontané, classe 1, ou induit par un test à l'âge maligne après un arrêt cardiaque, toujours classe 1, induit par un test à l'âge maligne après une syncope cardiaque ou équivalent ou antécédent familial de Brugada ou de mort subite avant l'âge de 45 ans, classe 2A, ou sur un sujet complètement asymptomatique sans antécédent familial, classe 2B. Selon l'ESC, le défibrillateur automatique implantable est proposé en prévention secondaire, classe 1, ou en prévention primaire en cas de type 1 spontané plus syncope cardiaque. La quinidine est utile en cas de choc approprié ou de contre-indication ou bien de refus au DAI. On propose une ablation en cas d'échec de la quinidine. Enfin, il faut utiliser l'isopranoterol pour interrompre l'orage rythmique dû au syndrome de Brugada. C'est une classe de A. Les particularités pédiatriques du syndrome de Brugada se manifestent par des syncopes, par une mort subite dans un contexte de fièvre. Il existe deux périodes à risque, entre 0 et 3 ans et au-delà de 15 ans. Le traitement repose sur l'hydroquinidine, sur la défibrillation automatique et en cas d'échec par l'ablation. La cible de l'ablation, c'est des tissus au niveau du ventricule droit qui en sont responsables. La liste des médicaments contre-indiqués est à retrouver sur le site brogada.org. La génétique est moins rentable. Il faut se limiter à la recherche du gène SN5A et il faut dépister les membres de la famille par un test de l'âge maligne. Le syndrome du QT court est un trouble génétique rare caractérisé par un intervalle QT qui est court, une fibrillation auriculaire prématurée et ou une fibrillation ventriculaire dans un contexte d'un cœur structurellement normal. Il a été associé à des mutations avec gain de fonction dans les gènes KCNH2 et KCNK1 et à des pertes de fonction dans le gène SLC4A. Voici un ECG témoignant d'un QT court avec des ondes de T amples et symétriques. Le diagnostic de QT court est retenu en présence d'un QT corrigé inférieur à 360 millisecondes et une mutation pathogène ou bien une histoire familiale de TV ou de FV sur cœur sain. C'est une recommandation classe 1C. Ou bien de QT corrigé inférieur à 320 millisecondes. C'est une classe 2AC. Il peut également être considéré chez des patients ayant un QT entre 320 et 360 millisecondes avec un antécédent familial de mort subite avant l'âge de 40 ans. On propose un DAI en prévention secondaire chez les patients atteints d'arrêt cardiaque réanimé en classe 1A ou en cas de syncope cardiaque en classe 2A. Un moniteur cardiaque implantable chez les sujets jeunes asymptomatiques en classe 2A. La quinidine peut être utilisée en cas de contre-indication ou en cas de refus du DAI avec une classe 2B chez les patients asymptomatiques. L'Isuprel est utile en cas d'orage rythmique pour l'interrompre en classe 2B. Un petit mot sur le syndrome de repolarisation précoce. Le syndrome de repolarisation précoce est diagnostiqué chez un patient réanimé d'une tachycardie ventriculaire polymorphe ou d'une fibrillation ventriculaire sans aucune maladie cardiaque, présentant un pattern de repolarisation précoce à l'ECG, qui est une élévation du point J de plus de 1 mm dans plus de deux dérivations ECG adjacentes inférieures ou latérales. Cependant, le syndrome de repolarisation précoce est le plus souvent une découverte bénigne et sa prévalence a été rapportée dans presque 5,8% des adultes. Elle est plus fréquente chez les jeunes gens et chez les athlètes. Néanmoins, le syndrome de repolarisation précoce est surreprésenté chez les proches de cas de mort subite inexpliquée et chez les survivants d'arrêt cardiaque. L'utilité des tests génétiques dans ce cas est très faible. Les caractéristiques ECG à haut risque ont été proposées pour augmenter la probabilité du diagnostic de syndrome de repolarisation précoce. On note des ondes de J proéminentes supérieures de millimètres, des changements dynamiques du point d'élévation J au-delà de plus de 0,1 millivolts et des ondes de J associées à un segment ST horizontal ou descendant.
Un syndrome de repopulation précoce avec un segment ST horizontal est associé à un risque arythmique chez les personnes âgées et chez la population pédiatrique. كنت المست... كنت النقابه النقابه فيها هي اللي موقفه. دكتور زكريا, Yes. can you finish in few minutes because Dr. Mohammed Ibrahim is waiting. He's going to give the English session after you. Okay? OK. Yes, you have 5 minutes to finish, please. D'accord. Le D'accord. DAI systématique en cas de mort subite sur un syndrome de repolarisation précoce. En cas d'aspect de repolarisation précoce, on propose un moniteur cardiaque implantable en cas de syncope inexpliquée avec plus d'un facteur de haut risque. La quinidine est utile en cas de choc approprié. On propose une ablation en cas d'échec de la quinidine, c'est une classe de A. Et enfin, on peut toujours utiliser les UPREL en cas d'orage rythmique au cours du syndrome de repolarisation précoce. Cette slide met le point sur le test génétique et le bilan réalisé dans les canalopathies. La génétique a une classe de recommandation 1A dans le syndrome du cutélum congénital, dans le syndrome de Brugada et dans la tachycardie ventriculaire catécholaminergique. Le dépistage familial comporte un ECG suivi d'une épreuve d'effort de la tachycardie catécholaminergique et le syndrome du cutélum et un test de provocation chez la famille en cas de syndrome de Brugada. Les cardiomyopathies dilatées, hypertrophiques, restrictives ou en non-compaction du ventricule gauche peuvent toutes provoquer des TV monomorphes ou polymorphes. La plupart des TV monomorphes soutenus sont dus à un circuit de réentrée lié à une cicatrice. Cependant, des réentrées au niveau des branches du faisceau de His et des TV focales peuvent également survenir. Selon l'emplacement de la cicatrice, une ablation épicardique est souvent nécessaire. L'expérience chez les enfants est limitée. De même pour la dysplasie arythmogène du VD, la cardiomyopathie hypertrophique, la cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène peut provoquer des TV monomorphes, des TV polymorphes et des arythmies non soutenues, souvent déclenchées par l'exercice. La TV monomorphe soutenue est généralement due à une réentrée liée à une cicatrice, mais des TV d'origine focale peuvent également se produire. La cicatrice est plus étendue dans l'épicarde que dans l'endocarde et une ablation épicardique est également souvent nécessaire. Dans la prévention primaire de la mort subite, elle passe dans tous les cas par un traitement médical optimal de l'insuffisance cardiaque, si présente, mais la présence d'une CMD ou d'une cardiopathie hypokinétique non dilatée doit faire discuter l'indication du DAI. Les recommandations du DAI chez les patients ont changé significativement. Dans les recommandations générales sur la mort subite, le DAI reste indiqué en prévention primaire si la FEVG est inférieure à 35%. Des changements plus importants concernent les patients ayant une FEVG entre 35 et 60 et 50%, dont certains ont maintenu également une indication au DAI en prévention primaire. C'est le cas des patients avec une mutation pathogène dans le gène de la lamine A, avec un score de risque supérieur à 10%, des TVNS ou des troubles conductifs à l'ECG. Il y a également une indication du DAI de classe 2A chez les patients ayant plus de facteurs de risque, à savoir une syncope, un rehaussement tardif en IRM, une stimulation ventriculaire programmée positive ou des mutations pathogéniques, ou encore en cas de syncope avec stimulation ventriculaire programmée positive. Il est donc devenu indispensable de réaliser une évaluation génétique chez ces patients, classe 1 en cas d'histoire familiale ou bien classe 2A sinon en systématique. Dans le DAVD, les indications du DAI sont plus importantes dans les nouvelles recommandations. Ainsi, en cas de syncope, de dysfonction VG ou de dysfonction VD, le DAI a maintenant une indication de classe 2A en prévention primaire. C'est également une indication de classe 2A en cas de dysfonction VG ou VD modérée associée à de l'ATVNS et une stimulation ventriculaire programmée positive. Voilà un schéma plus simple. La cardiomyopathie hypertrophique reste la cause la plus fréquente de mort subite liée au sport chez les jeunes. Il s'agit d'une maladie génétique du sarcomère cardiaque causée par des variantes dans plus de 50 gènes qui codent pour la plupart, sinon la totalité des protéines contractiles du myocarde. Cela entraîne une grande variation dans la présentation clinique et l'évolution de cette maladie, rendant la standardisation du traitement très difficile. En prévention primaire, le score de risque HCM proposé par les recommandations ESC reste d'actualité. Il est également utilisable chez les patients pédiatriques de moins de 16 ans. Un risque de mort subite estimé à 6%
À 5 ans, où la présence d'une TV monomorphe soutenue, bien tolérée sur le plan hémodynamique, constitue une indication de DAI en prévention primaire avec une classe 2A. Qu'en est-il de la TV acquise? On parle de maladies coronariennes. Contrairement aux adultes, la TV est rarement causée par des maladies coronariennes chez les enfants. Les anomalies structurelles des artères coronaires, par exemple, un tronc commun provenant du sinus droit, sont une cause importante de mort subite arythmique chez les jeunes, surtout en association avec le sport. La myocardite. Les infections virales du myocarde provoquent une inflammation myocardique qui peut être associée à des ectopies ventriculaires, des TV complexes, une insuffisance cardiaque et une mort subite. La myocardite virale est de plus en plus reconnue comme un facteur contribuant à la mortalité inexpliquée et à la cause de mort subite cardiaque pédiatrique au cours des 2 premières décennies de vie. L'inflammation myocardique, la dysfonction des canaux ioniques, le remodelage électrophysiologique et structurel peuvent jouer un rôle important dans la genèse d'arythmies potentiellement mortelles chez les enfants atteints de myocardite. Les mécanismes d'arythmie sont considérés étant à la fois une activité déclenchée et une réentrée. Les tumeurs cardiaques, rarement, peuvent être causées par une TV acquise peut être rarement due à une tumeur cardiaque. La maladie de Chagas est causée par le parasite Trypanosoma cruzi qui réside principalement en Amérique centrale et du Sud. Bien que rare chez les enfants, une cardiomyopathie dilatée peut se développer et est associée à une insuffisance cardiaque ou à une TV pendant la phase chronique de l'infection. La prolongation acquise du QT, comme pour le syndrome du QT long congénital, les patients avec prolongation du QT sont à risque de développer une TV polymorphe. Le prolongement peut être causé par les éléments suivants: une perturbation métabolique comme une hypocalémie ou une hypomagnésémie, une anorexie mentale, l'ischémie myocardique, la prise de médicaments antiarythmiques comme la quinidine ou la procaïnamide, certains antihistaminiques non sédatifs comme l'astémisole, les antibiotiques macrolides, les médicaments antipsychotiques, l'ondansetron et la méthadone. Et en dernier, les TV idiopathiques. C'est des arythmies focales d'origine dans les voies de chasse, périannulaires et au niveau des muscles papillaires. Les arythmies focales idiopathiques peuvent provenir de presque n'importe quel site dans le ventricule gauche ou droit, mais elles proviennent le plus souvent de la voie de sortie du ventricule gauche, suivie de la voie de sortie du ventricule droit plutôt, suivie de la voie de sortie du ventricule gauche, des sinus de Valsalva aortique, puis des anneaux mitral et tricuspide. L'une des arythmies ventriculaires les plus courantes chez les jeunes patients, c'est la tachycardie de la chambre de chasse du VD. C'est une condition généralement bénigne qui peut se résoudre spontanément. Même chez ceux chez qui elle persiste, la charge d'arythmie diminue souvent avec le temps. La tachycardie est monomorphe avec un QRS de bloc de branche gauche et un axe inférieur. On observe une transition tardive après la dérivation V3 dans la dérivation précordiale. Ce trouble de rythme est pensé comme une activité déclenchée médiée par l'AMP cyclique et en tant que telle, elle peut répondre à la terminaison par des manœuvres vagales, à l'adénosine, au bloqueur des canaux calciques et au bêta-bloquant. Rarement, la tachycardie de la chambre de chasse du VD peut être due à une automaticité ou à une réentrée qui peut ou non être sensible au verapamil. Elle est caractérisée par des fréquences relativement lentes, entre 140 et 190 battements par minute, un aspect QRS monomorphe de bloc de branche gauche et un axe inférieur. Les enfants atteints de tachycardie de la chambre de chasse du VD peuvent être asymptomatiques et se présenter à cause d'une découverte fortuite. Dans certaines séries, les palpitations et l'hypothymie étaient notées chez 50% des patients. La tachycardie de la chambre de chasse droite incessante de longue durée peut entraîner une cardiomyopathie rythmique. La syncope est rare dans ce type de tachycardie et doit faire suspecter un autre diagnostic ou une cardiomyopathie associée. L'imagerie par résonance magnétique peut révéler des anomalies subtiles du ventricule droit, y compris un émincissement de la paroi libre du ventricule droit, une infiltration graisseuse et ou des anomalies de mouvement de la paroi. Un défi majeur pour les cliniciens est de distinguer les enfants atteints de tachycardie de la chambre de chasse du VD de ceux atteints de la cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit, qui présentent un risque élevé de mort subite. Les critères diagnostiques rigoureux doivent être utilisés avant de poser le diagnostic de DAVD, car de nombreux patients ayant des critères mineurs ont été mal diagnostiqués avec cette condition. Une présentation fortuite de TV lente sont généralement plus caractéristiques de patients atteints de TV de la chambre de chasse par rapport à ceux atteints de la DAVD. La TV associée à la dysplasie arythmogène du VD est généralement due à une réentrée et ne répond pas aux manœuvres vagales ni à l'adénosine. Cependant, des tests diagnostiques supplémentaires incluant l'IRM peuvent aider à différencier entre les deux entités. Le traitement de la tachycardie de la voie de chasse du ventricule droit est indiqué pour les patients symptomatiques
Et les rares patients qui développent une cardiopathie rythmique, le traitement sera présenté tout à l'heure dans le schéma de l'ESC. La tachycardie idiopathique de ventricule gauche, également appelée tachycardie fasciculaire gauche, tachycardie de Belhassen ou tachycardie sensible au verapamil, c'est une tachycardie ventriculaire bénigne. Chez les patients concernés, le CG montre une TV monomorphe avec un aspect de bloc de branche droit et un axe supérieur ou gauche. La tachycardie idiopathique du ventricule gauche prend naissance au niveau du faisceau postérieur gauche et survient en l'absence de maladie structurelle, bien qu'il puisse être lié à un tendon, à un faux tendon qui s'étend du VG sur sa paroi postéro-inférieure au septum. Le mécanisme de cette tachycardie est considéré comme étant dû à un circuit de réentrée à proximité du faisceau postérieur gauche. Comme s'il s'agit d'une tachycardie par réentrée, il peut être déclenché par une stimulation auriculaire ou ventriculaire. Cette tachycardie ventriculaire est sensible au verapamil et parfois à l'adénosine, mais n'est pas sensible aux manœuvres vagales. Bien que l'ablation par cathéter soit un traitement curatif efficace, même sans traitement, cette forme de tachycardie présente un bon pronostic avec des rémissions spontanées occasionnelles et rares cas rapportés de cardiomyopathie induite par la tachycardie. Les cibles de l'ablation dans ce type de tachycardie incluent les potentiels du purkinje présystolique le long des fascicules postérieures ou antérieures pendant la tachycardie. L'ablation est efficace chez plus de 80% des patients. La tachycardie est sensible à l'arrêt mécanique, le bump, ce qui peut rendre la tachycardie non inductible en pratique. En pratique, l'application de stratégies de cartographie sans contact pour ce type de tachycardie et pour la tachycardie de la chambre de chasse du ventricule droit ont augmenté la capacité d'offrir une guérison à ces problèmes chez les enfants, même lorsque la tachycardie n'est pas obtenue. Voici un exemple de TV fasciculaire, également appelé TV de Belhassi. Dans les recommandations de l'ESC, l'ablation a pris une part prépondérante de la prise en charge des ESV et de la tachycardie idiopathique. Elle a en effet une indication de classe 1 lorsque les ESV sont symptomatiques, infundibulaires droite ou fasciculaires, mais aussi pour les autres localisations lorsqu'elles sont associées à une altération de la FEVG. En revanche, les ESV asymptomatiques sans altération de la FEVG ne constituent pas le plus souvent une indication à l'ablation, mais cela peut être éventuellement envisagé en cas de charge d'extrasystole à l'altère supérieure à 20%. Les médicaments antiarythmiques n'ont cependant pas totalement disparu. En effet, les bêta-bloquants, les inhibiteurs classiques bradycardisants et le flécainide peuvent être proposés en classe 2A, sauf pour les inhibiteurs classiques s'il existe une insuffisance cardiaque. Ce tableau résume les recommandations concernant le traitement des ESV et de la TV idiopathique. L'ablation a une classe 1, toujours sauf en cas de fonction VG conservée, ou bien elle passe en 2B en cas de TV ou d'ESV asymptomatique non infundibulaire avec une charge d'extrasystole supérieure à 20%. Efficacité et sécurité de l'ablation de l'ATV chez les patients pédiatriques. L'ablation par radiofréquence est un traitement bien reconnu, efficace et sûr pour les arythmies cardiaques chez les adultes. Chez les enfants, de nombreuses études affirment que c'est sûr, bien que le manque de suivi à long terme laisse quelques interrogations sur les complications possibles. Des lésions de radiofréquence pourraient éventuellement entraîner de nouvelles cicatrices myocardiques arythmogènes à distance. Le risque d'anomalie coronarienne en raison de proximité de ces vaisseaux avec le site de lésion qui sont ciblés par la radiofréquence. Et on note avec ça une augmentation de l'incidence des cancers induits par les radiations. Les arythmies ventriculaires de la chambre de chasse sont fréquentes chez l'enfant, mais l'expérience concernant leur ablation par cathéter par radiofréquence est limitée. Cette étude publiée dans le journal de cardiologie pédiatrique vise à évaluer les résultats du mapping et de l'ablation de la TV chez les enfants et à examiner le rôle des algorithmes ECG dans la distinction de leur origine. Les données de 92 enfants ont subi une ablation par radiofréquence entre 2009 et 2015. Le taux de succès aigu était de 92% avec un taux de récidive à 1 an de 8% et un taux de complication de 2,2%. Le mapping 3D comparé au mapping 2D a permis un taux de succès plus élevé, une exposition au rayon X plus faible et un taux de récidive plus bas. Les algorithmes ECG utilisés chez les adultes pour identifier l'origine ventriculaire gauche ou droite avaient une faible valeur prédictive chez les enfants. Certains cas nécessitaient une ablation des deux côtés des voies des chambres de chasse sans récidive au suivi.
Ainsi, la radiofréquence est une méthode efficace et sûre pour traiter les troubles, pour les arythmies ventriculaires des chambres de chasse pédiatriques, bien que la prédiction des algorithmes ECG de l'adulte soit limitée en termes de reproductibilité chez les enfants. Je vous mets en dernier les indications pour les procédures d'ablation chez les patients pédiatriques ayant des arythmies ventriculaires en l'absence de cardiopathie congénitale. Et je vous remercie pour votre attention.